Tu ne peux pas t'empêcher de voir des images de pandas rigolos sur ta feuille d'examen. Toutes ces vidéos YouTube de fin de soirée t'ont fait du mal, n'est-ce pas? Tu griffonnes quelques mots en espérant que quelque chose ait du sens. Tu regardes ta montre et réalises qu'il ne te reste que 10 minutes pour terminer. Le mode panique est officiellement activé, mais personne ne sait que ta montre contient une pincée de magie. Tu appuies sur le bouton stop de ta montre et tu te détends. Pas d'inquiétude, personne ne va se transformer en poussière et la moitié de l'univers ne va pas soudainement disparaître. Tu figes simplement le temps pour tout et pour tout le monde, sauf toi-même. Tu peux arrêter le temps pendant 1 minute par jour. Après avoir arrêté le temps, tu t'approches de l'un de tes camarades de classe, tu prends une photo de son devoir et tu retournes à ta place. Tu dégèles le temps et écris la bonne réponse. Ouf! Au moins, tu auras la note minimale pour valider ton année. Attention, tu dois savoir que Sympa ne tolère pas qu'on triche à un examen. Ok, on continue. Tu sors de la salle de classe avec un grand sourire sur le visage. Tu vérifies ta montre et elle indique que tu as passé 10 secondes à figer le temps. Il te reste donc 50 secondes pour aujourd'hui. Après l'examen, tu vas chercher quelque chose à manger. Tu te trouves au passage piéton, attendant de traverser la rue. Une fille parle au téléphone et une voiture arrive à toute vitesse vers elle. Tout le monde le voit mais personne ne peut rien faire. Et la voiture n'est plus qu'à quelques mètres d'elle. Tu appuies sur le bouton stop et tout se fige à nouveau. Tu cours vers la fille et la déplaces aussi vite que possible. Puis tu cours jusqu'à l'endroit où tu te trouvais et appuies à nouveau sur le bouton pour dégeler le temps. Tout le monde est confus mais au moins la fille est en sécurité. Cette petite mission de sauvetage t'a pris 10 secondes de plus. Il reste 40 secondes. Tu entres dans un café pour manger un morceau. Dès que tu récupères ton café, tu te retournes et perds l'équilibre. Le gobelet t'échappe des mains et est sur le point de se renverser. Tu appuies instinctivement sur le bouton et le gobelet est littéralement suspendu en l'air. Tu récupères toutes les gouttelettes, les remets dans le gobelet et appuies à nouveau sur le bouton. Tu viens de t'épargner 4 € et un voyage chez le teinturier. Tu réalises que tu as passé 15 secondes à sauver ta boisson. Il te reste 25 secondes pour aujourd'hui. Alors que tu te diriges vers la poubelle pour jeter le gobelet, quelqu'un te bouscule. La boucle se détache et la montre s'écrase sur le sol. Tu la ramasses et tu vois une rayure sur le cadran, ainsi que des pièces qui se sont détachées. Tu rassembles les pièces pour essayer de la réparer. Tandis que tu fais cela, tu vois une mouche à côté de toi et tu fais un geste pour l'écarter. Étrangement, elle ne bronche même pas. Tu regardes autour de toi et tu vois tout le monde figé dans le temps. La personne qui t'a percuté est arrêtée en plein mouvement. Les pigeons qui mangent des miettes de pain sont figés eux aussi. Tout comme les voitures et les gens. Comme la montre a été endommagée, son pouvoir a été inversé. Tout est en pause et il ne te reste plus que 25 secondes de temps normal. Une fois que tu les auras utilisés, le temps sera figé autour de toi pour toujours. Au début, tu fais de ton mieux pour la réparer, mais tu ne sais pas comment faire. Tu sors ton téléphone pour consulter un tutoriel sur la façon de réparer une montre, mais aucune page ne se charge. Tu rafraîchis, mais rien ne se passe. Internet ne peut fonctionner qu'en temps réel, et 25 secondes ne suffisent pas pour quoi que ce soit. Il n'y a plus qu'un seul endroit où tu puisses apprendre à réparer des montres dans cette situation. Une bibliothèque. Tu devras te documenter sur le sujet et tout apprendre en partant de zéro. Tu te précipites à la bibliothèque la plus proche qui se trouve sur le campus. Il s'avère qu'il n'y a que quelques livres sur la façon de réparer les montres. Et ils ne contiennent aucune des informations dont tu as besoin. Tu trouves un vélo et tu pédales jusqu'à la bibliothèque municipale. Il t'a bien fallu 4 heures pour y parvenir. Une fois arrivé, tu te retrouves devant une multitude de rayons. Tu pourrais facilement repasser en temps réel et demander au bibliothécaire où trouver ce dont tu as besoin. Mais cela pourrait alors prendre plus de temps qu'il ne te reste. Il y a beaucoup plus de livres que tu ne le pensais. Tu pédales jusqu'à chez toi et prends quelques affaires pour dormir et manger. La journée va être longue. Dès que tu es de retour, tu attrapes quelques gros livres qui semblent contenir ce que tu cherches. Aucun réseau social ne peut te distraire puisqu'Internet ne fonctionne pas. Le temps passe et tu as finalement terminé 2 gros volumes de mécanique. Mais il y a un problème, tu ne trouves pas le volume 3. Ta seule option est de relancer le temps pour faire une recherche rapide sur Internet et savoir où il se trouve. Tu ne peux pas télécharger un e-book car cela prendrait beaucoup de temps et il est impossible d'imprimer en temps figé. Tu appuies sur le bouton et le temps reprend son cours ordinaire. Tout le monde a l'air confus en voyant un matelas et des restes de nourriture partout sur le sol de la bibliothèque. Tu fais une recherche rapide sur Internet et tu découvres que tu peux commander le livre maintenant et le recevoir le jour suivant. Ok, super.
Il s'avère que le livre le plus proche se trouve dans une bibliothèque de la côte ouest. Mauvaise nouvelle car tu es présentement à New York. Et le pire, c'est que la seule source a été mise à jour il y a plusieurs années. Le livre n'est peut-être même plus là. Tu figes à nouveau le temps. Il t'a fallu 10 secondes pour obtenir toutes les informations nécessaires. Tu n'as pas d'autre choix que de partir pour un voyage à vélo qui te prendra environ 6 mois. Aucun autre véhicule n'est à ta disposition. Tu trouves le meilleur vélo et le meilleur équipement possible. Tu prépares des provisions et tu quittes la ville. Tu voyages à travers les montagnes, les marais et les terres arides. Tu fais du vélo à travers des chutes d'eau en suspension et tu traverses de violentes tempêtes, figées également. Tu trouves des abris en intérieur pour dormir car il fait constamment jour. Finalement, tu as pris ton temps pour arriver et tu as profité du voyage pour voir toutes les curiosités du pays. Tu as passé une semaine au Grand Canyon et 1 mois à Yellowstone. Tu t'es approché des ours et des loups pour observer les détails de leurs museaux. Tu as même décidé de pédaler jusqu'au Mexique pour voir ses paysages et son architecture. Tu as visité toutes les villes et tous les villages sans te soucier de l'argent ou d'un endroit pour dormir. Attention, sympa ne tolère pas qu'on utilise des choses sans les payer. Souviens-toi que c'est un voyage imaginaire. Ok, on continue. Après avoir parcouru tout le Mexique, tu as continué jusqu'en Amérique centrale, où tu as pu voir encore plus de sites et de monuments étonnants. Et puisque tu es déjà arrivé jusque-là, pourquoi ne pas continuer à pédaler jusqu'en Amérique du Sud? Tu peux même rendre visite à ton ami en Argentine. Il ne saura pas que tu es venu, mais ce serait sympa de lui rendre une petite visite. Après avoir bronzé sur une plage du Brésil et fait un peu d'alpinisme en Bolivie, tu te retrouves au point le plus au sud de l'Amérique du Sud et tu admires le voyage que tu as fait. De l'autre côté de l'océan se trouve l'Antarctique. Il est impossible de prendre un bateau et de naviguer jusque là-bas. Tu décides donc qu'il est temps de revenir à tes affaires. D'après tes calculs, il t'a fallu environ 4 ans pour effectuer ce voyage. Mais tu arrives enfin à la bibliothèque. Tu sors ta bouteille d'eau pour boire une gorgée. Mais tu fais accidentellement tomber ta montre sur le sol et le temps repart. Tout le monde est en mouvement. Les voitures klaxonnent. Les chiens aboient. Les gens crient et s'interpellent. Cela fait si longtemps que tu n'as pas entendu une voix humaine. Certaines personnes te regardent fixement. Tu es submergé par toute l'énergie qui t'entoure. Mais tu te reprends vite. Tu tâtonnes pour essayer de retrouver la montre. La voilà. Tu arrêtes le temps, il ne reste que 3 secondes. Tu passes ce qui semble être un autre mois dans cette grande bibliothèque à essayer de trouver le 3e volume. Tu n'as plus le temps de faire une autre recherche sur Internet avec ces 3 secondes. Après l'avoir enfin trouvé, tu passes 2 mois de plus à chercher comment réparer ta montre. Lorsque tu as terminé, il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour que tout redevienne normal. Mais tu décides de pédaler jusqu'à chez toi. Tu nettoies tout le désordre que tu as mis dans la bibliothèque et retournes au café où tout a commencé. Tu rends même le vélo que tu as emprunté. C'est le moment. 3 secondes pour voir si tout ce travail a servi à quelque chose. Tu appuies sur le bouton et tu regardes les secondes défiler. Tu regardes ta montre. 3, 2, 1. Tout revient à la normale. Tu rentres chez toi et enfermes cette montre dans ton tiroir pour ne plus jamais l'utiliser. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. 15 000 ans après la fondation de la première colonie spatiale, planète Kepler 452b. 1400 années-lumière de notre bonne vieille Terre. Bonjour étudiants de première année. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'Université intergalactique. L'espace infini est désormais notre maison, à nous les humains. Mais il y a des milliers d'années, nous vivions sur une seule planète que nous appelons désormais Vieille Terre. Je comprends, c'est difficile à croire. Aujourd'hui, c'est une immense réserve naturelle. Des mammouths et des stégosaures peuplent sa surface et des ptérodactyles volent dans le ciel. Il s'est avéré plus facile de recréer les animaux qui la parcouraient il y a des millions d'années que de comprendre comment vivaient nos ancêtres. Le grand cataclysme leur a fait abandonner précipitamment la planète, laissant derrière eux une grande partie de son héritage. Et maintenant, nous l'étudions à nouveau. Mais nos fouilles soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Gratte-ciel, autoroutes, centres commerciaux, cafés, tout est enfoui sous le sable et la terre. La rouille a rongé le métal et le temps transforme lentement le béton en poussière. Même le barrage Hoover et celui des Trois Gorges en Chine se sont effondrés. Les structures colossales se sont transformées en tas de pierres. Les plantes ont envahi les bâtiments restants qui se sont transformés en habitat idéal pour des millions de créatures. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Les visages sculptés dans le mont Rushmore sont toujours visibles. La montagne est en granit et cette roche est l'une des plus dures de la vieille Terre. Depuis plus de 15 000 ans, les visages des présidents américains ne se sont effacés que de 5,1 cm. Le monument restera debout pendant des millions d'années.
et la dernière expédition dans le désert du Sahara a réussi à extraire la grande pyramide de Gizeh du sable. Maintenant, n'importe quel touriste peut acheter un billet et admirer cette merveille, que même les terriens considéraient comme très ancienne. Étonnamment, les ruines et les murs effrités des châteaux médiévaux d'Europe ont survécu. Ils sont construits en pierre massive et sans armature métallique, qui se dilatent et détruisent la pierre en rouillant. Nos ancêtres ont laissé derrière eux une énorme quantité de déchets. Des bouteilles vides, des emballages en plastique, des papiers, tout cela aide les scientifiques à recréer les habitudes de consommation des gens du passé. Grâce à cela, nous savons avec certitude que dans les années 2000, près de 8 milliards de personnes mangeaient principalement des chips, des barres chocolatées et des pizzas. Et ils buvaient rarement de l'eau. En revanche, ils adoraient le café. 60% des terriens vivaient sur Internet pendant 7 heures par jour. 2 milliards de sites web fonctionnaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au début, les informations étaient stockées sur des disques durs, des lecteurs flash et des disques compacts. Mais ce type de stockage est devenu obsolète au bout de quelques années. Le cloud a pris leur place. Il s'agissait d'un stockage en ligne avec des serveurs connectés au réseau mondial. Ils ont enregistré toute la vie de la civilisation terrestre et ont été stockés dans des centres de données. Dans l'espace, l'Internet de la Terre ne fonctionnait pas bien. Apparemment, les énormes distances et le manque de connaissances techniques en auront été les principaux freins. Imagine qu'un habitant de Pluton veuille connaître la différence entre les pizzas margarita et calzone. Il clique sur le lien et attend quelques heures pour qu'il s'ouvre. Si la pâte est déjà dans le four, pas de chance. Chaque colonie a organisé son propre système Internet en envoyant des satellites en orbite autour de sa propre planète. Il a fallu du temps pour connecter des milliers de colonies dans la toile intergalactique que nous connaissons maintenant sous le nom d'Uninet. Lorsque le cataclysme a frappé, les gens ont dû s'échapper, abandonnant leur planète à son sort. L'électricité a été coupée, personne n'a entretenu les serveurs, ni les centres de données, et beaucoup d'informations sur leur civilisation ont été perdues. Nous avons excavé des kilomètres de profondeur dans la Terre et trouvé de nombreux artefacts intéressants. Chers étudiants, je vous invite à observer cette chose étonnante. Les terriens l'appelaient appareil photo. Les gens prenaient des photos de leur nourriture, de leurs jogging matinaux et de leurs nouvelles chaussures avec. Mais ce que nos scientifiques n'ont pas compris, c'est que les peuples anciens communiquaient aussi avec cet appareil. L'un des principaux mystères du passé sont ces plats de différentes tailles. Les archéologues en trouvent dans presque toutes les maisons. Ils portent des noms. Fido, Médor, Sultan, Poupette. Nous savons que ce sont les objets dans lesquels les chiens et les chats se nourrissaient, mais nous ne savons pas pourquoi les gens choyaient autant ces animaux. Par exemple, les archéologues ont récemment déterré un salon de beauté pour caniches à San Francisco. J'aime aussi mon dragon des jungles de Gliese 832C. Mais je ne coupe pas sa fourrure et ne manucure pas ses griffes. Et voici mon artefact préféré, un livre. Il n'y a rien de plus précieux dans l'univers. Il n'y en a qu'un seul exemplaire dans toute ma collection d'antiquités. C'est une anthologie de recettes de cuisine. Je l'ai payé une fortune. Les ruines des musées sont des trésors pour les archéologues et toute la nouvelle humanité. Ces bâtiments se sont effondrés il y a longtemps et ressemblent maintenant à des ruines ordinaires, envahies par les herbes. Les musées sont comme des perles dans l'océan. Elles reposent au fond et attendent d'être extraites de leurs coquilles. Et parfois, les archéologues y parviennent. Les livres, les tableaux, les documents et les vêtements sont pour la plupart tombés en poussière. Mais nous pouvons apprécier les statues qui ont été sculptées dans le marbre par les maîtres de la Grèce et de la Rome antique. Sur les murs des grottes du monde entier, il y a des dessins d'animaux et des empreintes de mains des premiers humains. Ils ne savaient pas lire, conduire une voiture ou piloter un vaisseau spatial. Mais leurs peintures ont survécu. C'est incroyable. Au fil des milliers d'années, le temps a rongé d'énormes barrages, des villes avec des gratte-ciels et des ponts. Mais la pomme d'un ancien humain orne encore la paroi froide et rugueuse d'une grotte. L'archéologie spatiale devient de plus en plus populaire. Des milliers de tonnes de débris spatiaux volent autour de la vieille Terre. L'expérience ultime est la visite de la sonde Voyageur 1. Les terriens l'ont envoyée dans l'espace au tout début de leur développement. Je vois vos sourires condescendants. Aujourd'hui, un tel appareil peut être assemblé par n'importe quel étudiant de première année, à partir de pièces détachées dans le garage de ses parents. Mes chers étudiants, ne nous moquons pas de nos ancêtres. Ils ont fait de leur mieux. Voyageur 1 n'est pas un simple satellite. On peut le comparer à une bouteille jetée à la mer. Et la mer cosmique est des millions de fois plus grande que l'océan Pacifique de la vieille Terre. Les ingénieurs du passé ont laissé une capsule temporelle avec un message dans la sonde. Elle contient des photos de personnes et de la nature de la planète, ainsi que des informations scientifiques sur la Terre. Les 90 minutes de musique enregistrées sont particulièrement intéressantes. C'est un véritable cadeau de nos ancêtres pour nous, pour le peuple de l'espace. Les signaux radio que l'humanité a envoyés dans l'espace ont également survécu. Nous les avons suivis à la trace. Les émissions radio, les conversations téléphoniques, les clips musicaux continuent leur voyage dans l'espace. Des millions d'années plus tard,
ils s'affaibliront et ne laisseront derrière eux qu'un écho électromagnétique. En 2020, il y avait 1,4 milliard de voitures sur la vieille Terre. Incroyable, mais elles se déplaçaient grâce à des pneus en caoutchouc sur des routes d'asphalte, pas dans les airs. Lorsque les humains se sont envolés dans l'espace, ils ont laissé leurs véhicules sur la planète. En quelques centaines d'années, les voitures ont complètement disparu et se sont transformées en tas de métal, de plastique et de caoutchouc. L'un d'entre eux qui a survécu pendant des millénaires est le Lunar Roving Vehicle. Il n'y a pas d'air, pas d'eau et pas de séisme sur la Lune. Tout ce qui arrive ici est en quelque sorte figé dans le temps. Et c'est ce qui est arrivé au rover. Les archéologues ont trouvé beaucoup d'autres engins spatiaux entiers et écrasés sur la Lune. Ces appareils sont des artefacts inestimables dans le musée des technologies primitives de la Terre. Dans l'archipel de Svalbard, dans l'océan Arctique, les scientifiques ont enfin mis au jour la réserve mondiale de semences. Les terriens l'ont construite en 2008, c'est devenu une véritable attraction. L'énorme silo contenait 4,5 millions d'échantillons de 500 graines chacun. Des milliards de graines ont permis d'assurer l'agriculture des colonies. Grâce à elles, vous pouvez maintenant manger du pop-corn et des hamburgers avec de vrais petits pains. Pendant des milliers d'années, les graines ont été conservées sans attention humaine. Ce n'est pas un miracle, mais un calcul scientifique précis. La réserve est construite sous terre à une profondeur de 120 mètres. Il n'y a pas de tremblement de terre ou d'inondation à cet endroit, et le permafrost a fourni la température optimale pour que les graines survivent. La plupart des métaux sont extraits d'un minerai. Ces minerais ne contiennent pas de métaux purs, mais seulement leurs composés chimiques. Pour obtenir du fer pur, le minerai doit d'abord être fondu. Mais il y a un problème. Les métaux provenant du minerai s'oxydent au contact de l'eau ou de l'oxygène. En termes simples, ils rouillent. C'est ainsi que le métal retourne à son état naturel de minerai. C'est pourquoi les clous, les clôtures métalliques, les ponts et les maisons rouillent et s'effondrent. Mais cela n'arrive pas avec l'or, l'argent et le platine. Les objets fabriqués à partir de ces métaux sont éternels et ne perdront jamais leur forme. À condition bien sûr que tu ne te mettes pas à frapper les bagues et les pendentifs avec un marteau. Lors de fouilles, les archéologues ont trouvé des milliers d'articles de bijouterie. Les terriens aimaient les porter sur leur corps. Couronnes, colliers luxueux, alliances. Tous ces bijoux sont maintenant de l'histoire, conservés dans des musées galactiques. Une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont en quelque sorte survécu à la grande explosion des supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement consumée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, lequel était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale n'était peut-être pas assez puissante pour détruire l'étoile, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Une autre de ces étoiles zombies est une ancienne naine blanche ou un résidu d'explosion qui a englouti tellement de matière d'une autre étoile qu'étonnamment, elle a explosé de nouveau. Si tu vas sur la Lune un jour et que tu vois des empreintes fraîches, cela ne signifie pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou autres marques similaires peuvent y rester 1 million d'années, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent qui pourrait lentement effacer ces empreintes. Dans l'espace, tu serais assez fort pour souder 2 pièces de métal ensemble avec tes propres mains. Ok, ça n'a rien à voir avec la force. Tu aurais juste à les presser ensemble et c'est tout. L'oxygène de notre atmosphère forme une fine couche à la surface du métal qui agit comme une barrière. C'est pourquoi ce tour de force, impossible sur Terre, est parfaitement plausible dans l'espace. D'ailleurs, si tu y vas un jour, n'enlève pas ta combinaison hors du vaisseau spatial. L'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène se trouvant dans tout ton corps, et tu gonflerais comme un ballon. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour t'empêcher d'exploser. Maigre consolation. Si tu regardes un film émouvant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour de tes globes oculaires, tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide à la surface de ton corps s'évaporera, y compris la salive sur ta langue. En parlant de brûler, on ne peut pas faire de feu dans l'espace car il se nourrit d'oxygène et comme il n'y en a pas dans l'espace, si un incendie se déclare dans une navette, il suffit de couper le système de ventilation. Cela deviendrait plus compliqué si de la fumée se produisait et que certains matériaux fondaient dans des conditions de gravité réduites. Les extincteurs à mousse ordinaires que nous utilisons sur Terre sont d'ailleurs inutiles ici, car ils libèrent de la mousse de manière disparate.
des chercheurs sont en train de mettre au point un extincteur qui éteindrait les incendies en utilisant des ondes sonores. Plus l'intensité du son est élevée, plus il peut éteindre de grandes flammes, mais les astronautes risquent de devenir sourds si la fréquence est trop élevée. Un trou noir n'est pas un monstre affamé qui se balade et à la gravité duquel rien ne peut échapper. Lorsqu'une chose s'approche du point de non-retour, que nous appelons aussi l'horizon des événements, elle disparaît sans jamais revenir en arrière. Mais selon la physique quantique, rien ne peut véritablement être réduit à néant. Il s'agit donc d'un paradoxe. C'est Stephen Hawking qui a pensé que les trous noirs n'avaient pas vraiment d'horizon des événements. Peut-être ont-ils des horizons apparents qui emprisonnent les choses pendant un certain temps et que l'énergie piégée finit par s'échapper sous une forme différente. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme un spaghetti. Cela se produit parce que la forme gravitationnelle tente d'étirer un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Autre paradoxe. D'ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une énorme montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée qui s'appelle Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Plus de 23 000 débris spatiaux plus gros qu'une balle de baseball flottent au-dessus de notre planète en se déplaçant à plus de 28 000 km/h. Et il y en a environ 500 000 qui ont la taille d'une bille. Les déchets spatiaux sont généralement des débris composés de particules naturelles appelées météoroïdes et de particules artificielles, comme celles que nous fabriquons sur Terre. Les météoroïdes tournent en orbite autour du Soleil, alors que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de la Terre. Nous avons lancé environ 9000 engins spatiaux de par le monde, satellites ou fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial avec des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles. Les corps célestes sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Elle pourrait constituer 25% de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70% de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique ou FDC. C'est une faible lueur qui tombe sur notre planète depuis différentes directions et qui remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années, comme la rémanence qui s'est produite après le Big Bang. Mais au lieu du FDC, ils ont réalisé qu'il y avait une zone immense, beaucoup plus froide que ce à quoi ils s'attendaient. L'équipe a tenté de chercher des signaux radio, mais en vain. Cela signifie qu'il n'y a ni galaxie, ni amas cosmique, et à cause de ce froid, il n'y a pas non plus de matière noire ni de matière tout court. Donc le vide géant est juste vide, et les chercheurs pensent qu'il pourrait être constitué d'énergie noire. La lumière peut tout de même le traverser, et ce n'est pas la seule zone vide de l'espace, mais c'est la plus grande connue. La zone autour d'une étoile est habitable lorsqu'elle n'est ni trop froide ni trop chaude pour trouver de l'eau liquide sur les planètes environnantes. Imaginons que notre planète se trouve là où est Pluton. Étant trop loin du Soleil, nos océans et notre atmosphère seraient gelés. Mais si la Terre était à la place de Mercure, nous serions trop proches du Soleil et l'eau de notre planète s'évaporerait. Une telle zone habitable est appelée la zone boucle d'or. C'est là où se trouvent les planètes potentiellement capables d'héberger la vie à leur surface. Mais Europe, une des lunes de Jupiter, brise cette règle. Elle est en dehors de la zone habitable, mais elle est quand même suffisamment chaude. Pas directement grâce au Soleil, mais grâce à Jupiter et ses lunes qui pompent leur énergie en direction d'Europe. Cette dernière change de forme quand elle tourne autour de Jupiter.
un peu comme les marées qui montent et descendent sur notre planète. L'eau sur Terre change de forme en réponse à la force de marée lunaire. Quand cela se produit avec un objet solide, cela crée une tension chez ce dernier, pompant ainsi de l'énergie vers lui. C'est comme jouer au tennis. À chaque fois que tu frappes la balle, elle se déforme et s'échauffe. La surface d'Europe est gelée, mais il y a des fissures dans la glace. On peut voir des crêtes dans cette glace, là où il y a des fissures. Ensuite, ces morceaux de glace se déplacent et gèlent de nouveau. Tu verrais une chose similaire si tu pouvais survoler l'océan Arctique en hiver. D'immenses couches de glace se brisent et regèlent constamment. Donc, Europe ne peut pas être complètement gelée. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Europe n'est d'ailleurs pas la seule lune concernée. Une autre lune de Jupiter, Io, est également chaude à cause de cette même force, mais elle contient également des volcans qui sont constamment en éruption. Le Soleil n'est donc pas le seul à réchauffer les corps spatiaux et à leur fournir de l'énergie. De nombreux experts s'accordent à dire que l'univers pourrait toucher à sa fin d'ici 3 à 22 milliards d'années. Il est en expansion constante, ce qui signifie qu'il s'est formé à partir d'un état compact. S'il a un début, il aura probablement aussi une fin. Une théorie populaire affirme que son expansion va ralentir et que la gravité reprendra le dessus et le fera rétrécir, menant tout au chaos le plus complet. Galaxies, étoiles, planètes et corps célestes entreront en collision et se détruiront les uns les autres. C'est comme un Big Bang inversé, sauf que cette fois, tout sera comprimé. Eh bien, sur cette note joyeuse, je vous souhaite à tous de voir la vie du côté le plus sympa.